L'heure de Ferry, 12h51. On a une petite minute de retard. Bonjour Luc Ferry, ravi de vous retrouver comme tous les samedis. Une heure ensemble pour prendre le temps, s'arrêter, se questionner, aller plus loin parce que je le dis et on le redit toutes les semaines, ça va parfois vite, trop vite et il est important de s'arrêter ensemble sur cette actualité qui bouge. Arrêtons-nous d'abord et on sort de la météo sur cet épisode caniculaire qu'a connu la France et toute une partie de l'Europe. La France qui a suffoqué, des départements en alerte rouge, plus de 40 degrés sur une certaine partie du territoire pendant plusieurs jours et des débats qui ont suivi. Certains parlent de climato-dénialisme après le climato-scepticisme. Ça devient trop compliqué. Ça devient trop compliqué pour vous. Climato-sceptique, je comprends encore. Mais bon. Climato-sceptique, climato-déni finalement. Sommes-nous trop alarmistes? C'est une vraie question. Que vous a inspiré les commentaires de ce début de semaine? Écoutez, moi j'ai reçu une dizaine de messages de gens qui sont très critiques à l'égard des écologistes et qui m'ont envoyé donc des documents datant du début du siècle, datant des années 1900, des unes de journaux 1900 indiquant 43 degrés à Paris. Voilà. On va montrer d'ailleurs une du petit journal. Et vous avez pu vérifier, c'est vrai. 1911, voilà. C'est en effet une de journal que l'on va vous diffuser. Voilà, Paris suffoque. En effet, les gens tentent de se mettre sous des ombrelles et tentent d'aller à la pharmacie peut-être pour pareil pour les inondations. On connaît tous l'inondation de Paris, donc on voit les gens qui naviguent en bateau dans Paris autour là aussi des années 1900 et donc et puis il y en a beaucoup d'autres parce que quand on regarde j'en ai reçu une dizaine. Bon, et alors ce qui est très intéressant dans ce débat, je laisse le débat scientifique de côté, n'étant pas un millième de seconde climato-sceptique, c'est pas le sujet. Ce qui me paraît philosophiquement intéressant, c'est qu'on se retrouve dès qu'on est à parler comme on le fait en ce moment en public. Et donc on est écouté par des milliers de gens. On peut dire des choses justes, mais qui font plaisir aux injustes, si je puis dire. Parce que c'est vrai, est-ce que cette une est juste? Elle n'est pas trafiquée, elle n'est pas fabriquée par l'IA. Et donc oui, il a fait 43 degrés à Paris en 1911. Bon, c'est vrai. Donc alors le climato-sceptique dira immédiatement, vous voyez, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de l'industrie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, l'agriculture n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. La population, la population de la France était, de 40 millions, elle n'était pas de 68 millions, etc. Et donc, du coup, des choses justes peuvent alimenter constamment un discours qui, lui, ne l'est pas. Après, on peut rétorquer à celui-là que ces épisodes ne se répétaient peut-être pas dans l'ampleur qu'elles sont aujourd'hui. C'est ce que dira évidemment un climatologue. Il dira, il dira, ça se répète plus souvent. Regardez les tornades, les épisodes sont plus fréquents, ils sont plus violents. Mais en effet, un climato-sceptique pourra utiliser ces unes en disant, regardez, on nous raconte vraiment des âneries, voilà. Et donc on va être obligé de dire, oui, c'est vrai, il faisait 43 degrés à Paris en 1911, mais il y a des épisodes qui sont plus fréquents, etc. Je laisse le débat scientifique de côté, encore une fois, mais ce qui me paraît important, parce que ça touche pas seulement la question du climat, c'est qu'on peut dire des choses qui sont justes et enchanter des gens qui ne le sont pas, qui ne sont pas des justes. Je pense à un sujet qui est plus grave, c'est Israël. Et je regardais le discours d'Eli Barnavi, qui est, comme je vous l'ai souvent dit, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et de respect. Ancien ambassadeur de France, d'Israël en France. Évidemment pas antisémite, et très grand historien. Je regardais les discours aussi d'Anne Sinclair, de Delphine Orviller, qui est rabbin, donc on ne va pas la soupçonner d'être antisémite. Bon. Mais Eli Barnavi va plus loin qu'Anne Sinclair ou Madame Orviller, parce qu'il dit carrément que ce que Netanyahou commet à Gaza, ce sont des crimes contre l'humanité. Quand vous parlez de crimes contre l'humanité, vous savez qu'il y a tout un débat sur la question du génocide. Absolument. Remis aux historiens, et sur certains ne veulent pas aller sur ces termes-là. Alors, bien sûr, d'ailleurs ils ont raison, il n'y a pas de génocide à proprement parler, mais quand on parle de crimes contre l'humanité, on donne finalement raison quand même à ceux qui disent c'est un génocide, parce que crime contre l'humanité et génocide, c'est quand même très proche. Sur le plan philosophique, sur le plan juridique même, c'est très proche. Et donc, je ne pense pas qu'Eli Barnavi ait tort, c'est pas ça. Je pense que globalement, ce qu'il dit contre Netanyahou est plutôt juste. Et fondé. Et qu'il est évidemment pas antisémite. Mais néanmoins, ce discours-là, un peu comme le discours sur
sur la une du petit journal en 1911, ça va faire formidablement plaisir à tous les antisémites de la planète. Comme argumentaire, finalement, pour dire et aller beaucoup plus loin et nourrir une forme d'antisémitisme. Et le philosophe que vous êtes, c'est quoi? On doit s'interdire. Ces gens-là et ces voix-là doivent-elles s'interdire de prendre la parole? Non, justement pas. C'est ça le problème. C'est pour ça que j'en parle. Parce que, évidemment, s'interdire de dire, non, on va pas présenter cette une du petit journal parce que ça va faire plaisir aux climato-sceptiques. Non, on va pas reprendre les propos de Barnavi parce que c'est, non, on va pas soutenir Retailleau parce que parce que nous, on est bien, on défend le mix énergétique, etc. Donc, à chaque fois, si on s'interdit de dire la vérité parce que la vérité peut servir les non-vrais ou les non-justes, alors on est piégé soi-même. C'est pour ça que j'en parle avec vous. Parce que comme on parle en public et qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être même des centaines de milliers, je sais pas. Absolument, c'est certain même. Des millions. Il faut en parler. Parce que la solution n'est pas de se taire, évidemment. C'est pas de mentir, c'est pas de cacher la vérité parce que ça pourrait servir les injustes. Au risque de servir les injustes. Bien sûr. Il faut dire la vérité. Du coup, il faut ouvrir le vrai débat et garder l'esprit critique, c'est tout. Voilà. Et donc, est-ce que Barnavi a vraiment raison de parler de crimes contre l'humanité à Gaza? C'est un vrai débat. Voilà. Alors, en effet, comment expliquer ces 43 degrés à Paris en 1911, alors qu'il n'y avait pas de bagnole et qu'il n'y avait pas d'avion et que l'industrie n'était pas, et puis que le monde n'était pas peuplé comme il y avait, je sais pas, j'ai pas les chiffres exacts, mais il y avait quoi, 1,5 milliard d'humains ou 1 milliard d'humains en 1911, 2 milliards. Plus de 6 milliards. On est à 8 milliards. 8 milliards même. Les chiffres d'aujourd'hui, je les connais, mais j'ai pas regardé ceux de 1911. Mais enfin, on était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. L'industrie n'était pas ce qu'elle est, les avions n'étaient pas là, les voitures n'étaient pas là. Donc évidemment, un climato-sceptique vous dira, mais regardez, on nous raconte des conneries. Voilà. Donc ça veut dire que au lieu de cacher la vérité, il faut accepter le débat. Et qu'il est compliqué aujourd'hui. Mais la récurrence de ces canicules, de ces températures qui dépassent les 40 degrés était sans doute... Alors voilà un bon argument. Là, vous donnez un bon argument. Mais l'argument n'est pas de dire il fait plus chaud aujourd'hui qu'en 1911, c'est de dire c'est beaucoup plus violent et ça se répète beaucoup plus souvent. Par exemple, ça c'est un bon argument scientifique, si vous voulez. Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut garder l'esprit critique, il faut dire la vérité quand même si elle nous gêne. Et puis après, il faut argumenter de manière intelligente. Il faut dire oui, il y a des crimes de guerre à Gaza, mais c'est pas un génocide pour autant. Mais il faut expliquer les choses. J'ai eu cette discussion avec ma fille hier, qui est très 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 anti-Netanyahou et très très. Du coup, elle finit par basculer pro-Gaza. Mais je lui ai expliqué les choses. Je lui ai raconté l'histoire d'Israël. Je lui ai dit qu'au départ, Israël avait proposé en 47 et en 48 2 États et donc un État arabe. Que la Cisjordanie n'était pas un État. Donc j'ai expliqué les choses. Mais on voit bien que du coup, on rentre dans des débats qui demandent de la culture historique, et vous en avez, vous. Mais nos enfants n'en ont plus. Voilà. Et qui demandent de l'esprit critique. Là aussi, nos enfants ont perdu beaucoup de culture scientifique, de culture historique et d'esprit critique. Je ne dis pas ça pour critiquer les jeunes, ils sont formidables par ailleurs, ils ont plein de qualités. Ils ont le baccalauréat, on y reviendra d'ailleurs avec ces chiffres. Transition admirable. Sur l'alarmisme ambiant, vous avez allumé LCI, vous avez allumé d'autres chaînes info, a ouvert votre journal, allumé votre radio. C'est vrai que pendant 72 heures... ça va pas bien, oui. Ça ne va pas bien, et c'est vrai que ces températures inquiètent et on se dit, on va sans doute durant cet été devoir affronter de nouvelles températures aussi suffocantes qui rendent la vie quand même beaucoup plus compliquée. J'adore ça, mais bon. Je commence à revivre au-dessus de 30 degrés, donc je suis désolé, mais bon. J'ai traversé le désert de Kairouan quand il y a 50 degrés, j'étais très bien, j'arrive pas à transpirer. Mais est-ce qu'on en fait trop? Est-ce que vous pensez que la manière... on en fait beaucoup trop? Oui, parce que là, pour le coup, c'est vrai. Je recevais une petite bulle. Alors là encore, on va dire mais il donne des arguments aux climato-sceptiques. C'est une petite fille qui va voir son grand-père et puis elle lui dit mais papa, ou grand-papa, papy, on nous dit qu'on va mourir, la canicule va nous tuer, etc. Et puis le grand-père lui répond mais non, ma chérie, avant on appelait ça l'été. Voilà, c'est vrai que la canicule de 2003.
que j'ai bien connu, puisqu'à l'époque, comme ministre de la Jeunesse, je me suis occupé des centres des jeunes. Là, bon, c'était très, très inquiétant. Très inquiétant. Elle a été pire que celle-là. Milliers de morts. Et un ministre à l'époque de la Santé, Monsieur Mattei, qui avait été ô combien critiqué. Il s'est fait virer à cause de ça, oui. Mais on était dans le même gouvernement. Bon, j'en étais désolé pour lui, parce qu'il avait dit une bêtise, mais c'était pas du tout un mauvais homme. Mais bon, Chirac avait mal pris les choses. Il était coaché par Nicolas Hulot à l'époque. Et qui avait sans doute pas pris la mesure de ce qui était en train de se passer. Il n'avait pas pris la mesure, et puis bon, il n'avait pas compris ce qui se passait. Et Chirac m'avait demandé d'aller partout dans les centres de vacances de la jeunesse pour dire, en fait, c'est de la com, parce qu'ils n'avaient pas besoin de moi. Protégez-vous, buvez de l'eau. Oui, buvez de l'eau, c'est ça, oui. Parce que c'est ça aussi qui est en cause. Les conseils qui sont donnés, les conseils notamment gouvernementaux, disant en gros, mettez votre bébé à l'abri, mettez-vous à l'ombre quand vous marchez. Oui, non, mais écoutez, puis quoi encore ? On nous prend pour des imbéciles. C'est comme à la SNCF, ne descendez pas quand le train est en marche et faites attention à l'intervalle. Bon, écoutez, on nous prend vraiment pour des cons. Il y avait une blague qui circulait à l'époque, c'est Sarkozy qui avait envoyé un message à Juppé en lui disant « N'oublie pas de t'hydrater ». Oui, mais par ailleurs, on en rigole, mais il y a quand même eu des situations qui peuvent être, à l'époque, vraiment dramatiques. Est-ce que cet enfonçage de portes ouvertes, finalement, en écho à notre première conversation, ne doivent pas être faits non plus, quoi ? C'est-à-dire donner des conseils essentiels. On est obligé de le faire. Quand on est au gouvernement, est obligé de le faire, parce qu'il y aura toujours des imbéciles pour reprocher de ne pas l'avoir fait. Mais c'est de la com, et puis ça revient à prendre quand même les gens pour des imbéciles. Bon. Mais combien de fois, dans ces chaînes d'information que par ailleurs on aime tous, mais combien de fois on a vu des médecins arriver, oui, il faut s'hydrater, puis alors mettez-vous à l'ombre, et puis alors si vous pouvez avoir la climatisation, puis alors après il y a un écologiste qui arrive en disant mais la clim c'est abominable parce que ça rejette de l'air chaud à l'extérieur. Enfin bon, écoutez, franchement, on nous prend pour des imbéciles. Au moment où vous parliez, ça s'appelle l'été, voilà. Ça s'appelle l'été, mais quand même avec des chiffres quand même qui sont importants de rappeler. Le GIEC estime notamment que le réchauffement de la planète atteindra 1,5 degré dès le début des années 2030. Non, c'est toute chose égale par ailleurs. Toute chose égale par ailleurs. Alors on ne sait même pas si l'humanité existera encore en 2050. On n'en sait rien. On ne sait pas quel sera l'état des guerres. On ne sait pas quel sera l'état de l'avion à hydrogène. On ne sait pas quel sera l'état de l'agriculture technologique avec l'IA. Donc c'est toute chose égale par ailleurs. Donc ce sont des prévisions qui ne sont pas du tout absurdes, mais qui sont à prendre en compte néanmoins. Mais oui, mais c'est toute chose égale par ailleurs. Or toutes choses ne seront pas égales par ailleurs. Voilà. Vous avez des articles. Il y a un économiste très intelligent qui a fait je cherche son nom, mais malheureusement je le retrouve pas, qui a fait toute une série d'articles sur alors c'est facile à retrouver, ça s'appelle Contre l'idéologie décroissantiste. Vous le retrouvez si vous le cherchez. Et il est très, très intéressant parce qu'il montre que dans les pays, industrialisés, enfin les pays modernes, on va les appeler comme ça, démocratiques et modernes, le travail qu'on fait est absolument considérable pour les émissions de gaz à effet de serre ont diminué considérablement dans les 20 dernières années. Voilà. C'est-à-dire que le monde agricole, le monde du transport, parce que les trois postes d'émissions de gaz à effet de serre, de GES, c'est d'abord l'industrie, c'est ensuite le transport et en trois l'agriculture. Absolument. Voilà. Et donc, mais dans ces domaines-là, on fait des progrès absolument considérables. Voilà. Dans les 20 dernières années, grâce à la technologie. Alors on dit c'est horrible ce qu'il dit parce qu'il prétend que c'est la technologie qui sauvera le monde alors qu'il faut tuer le capitalisme. Bon, je connais les arguments par cœur. Et l'autre là, le Jean Covici qui nous dit il faudra faire on soignera plus les vieux passés 65 ans. C'est ça la solution. Et en tout cas, l'euthanasie écologique. Et il demande à ce qu'on ne prenne plus l'avion. Ça fait partie 4 voyages en une vie. Non, mais ces gens sont des totalitaires, sont des gens dangereux. Ouais. Voilà. Et donc ils veulent. Encore une fois, je vous laisse. Nier toutes les libertés. Non, mais là, écoutez, c'est objectif. On ne soigne plus les vieux passés 65 ans. Et si ça coûte trop cher. Évidemment, il faut quand même rajouter ça, je vais être honnête. Oui, si ça coûte trop cher, on ne soigne plus les vieux. Donc plus de greffe d'organes, par exemple, passé 65 ans. Et puis deuxièmement, 4 voyages en avion en une vie. Vous vous rendez compte ? Du coup, le locavorisme, on va bouffer que ce qui est à 100 km de chez soi. Non, mais ces gens-là, mais c'est Pétain Empire, c'est le terroir. Juste sur ce débat sur l'écologie, vous disiez les moyens pour y parvenir.
Et ce débat aussi dans le gouvernement, cette tribune d'un certain Bruno Retailleau qui dit en gros rebâtir un parc nucléaire et stopper le financement des renouvelables, ça a fait beaucoup parler au point même de fracturer clairement le gouvernement. Mais il a 1000 fois raison. Lisez l'article de Stéphane Bern dans le Figaro d'aujourd'hui, de ce matin. Alors croyez-moi, Stéphane Bern n'est pas un climato-sceptique du tout, absolument pas un millième de seconde. Mais il dit simplement une chose qui est vraie, c'est d'ailleurs ce que disait un certain nombre de philosophes avant moi, c'est que ces fichues éoliennes, non seulement c'est très peu efficace, mais on peut en discuter, mais ça transforme, c'est le vrai problème, tous les paysages de France en paysages industriels. C'est une abomination, alors que la France est un très grand pays touristique. C'est le premier pays touristique du monde. On est en train de bousiller les paysages de France pour installer ces saloperies. Et parce qu'il y a des lobbies industriels derrière et des lobbies écologiques derrière. Donc oui, le mix énergétique, mais ce que dit Retailleau, il ne dit pas qu'il faut l'arrêter. Il dit que ce n'est pas à l'État de le payer. Il dit plus de subventions. Voilà, plus de subventions. Arrêtons. Mais la baie de la Somme, c'est abominable ce qu'on voit. Vous n'entendez pas que certains trouvent ça, au-delà du fait que ça puisse être utile et alimenter toute une partie de notre énergie, peut-être pas si vilain dans le paysage, non? Ah ben ça dépend où c'est. Ouais. Regardez quand si vous installez ça à Saint-Martin-en-Vésubie, mais c'est une abomination, vous bousillez les paysages. Là, moi, je me balade là, la famille qui habite là-bas dans la Manche. Vous avez une forêt magnifique, vous avez une prairie, une vallée magnifique. Vous tombez sur ces champs abominables. Et du coup, le paysage. Moi, ce que je regrette le plus dans ma vie, c'est les 20 années, que j'ai passées à la campagne quand j'étais gamin. Mais la campagne, elle est foutue. Il n'y a plus de campagne. Vous avez ces saloperies qui envahissent le pays. Lisez Stéphane Bern. Voilà. Et il explique très bien comment ce sont les lobbies à la fois écolos et industriels qui ont convaincu nos gouvernants d'installer ces monstres. Encore une fois, si c'est dans la Beauce, bon, c'est pas dramatique. Enfin, je veux pas insulter les Beausois, mais enfin, c'est moins dramatique que si c'est à Saint-Martin-en-Vésubie ou si c'est dans des paysages qui sont absolument sublimes et qui sont fichus, qui sont transformés en paysages industriels. Bruno Retailleau, sur la suppression de ces subventions, va sur le photovoltaïque également et pas uniquement les éoliens. Il va très loin et dévoile un jeu peut-être que l'on ne lui soupçonnait pas là-dessus. Il a raison parce que ce qu'il dit, c'est que ça coûtera 300 milliards ce mix. Mais il dit il faut n'oubliez pas que c'est quand même Macron qui a fermé Fessenheim. C'est lui qui a signé le décret de fermeture. Donc pour faire plaisir, là encore, à Nicolas Hulot, grandiose. En revenant finalement. Oui, c'est toujours pareil. Tu sais, c'est le en même temps. Oui. Et donc le en même temps, c'est ça, le en même temps. C'est je fais un truc puis je dis le contraire. Voilà, je suis pour un État palestinien, mais il y a 50 conditions qui fait que finalement je suis pas pour. Voilà, bon, enfin tout ça c'est vraiment n'importe quoi. Et donc on est là dans une situation où évidemment et on le voit par rapport à l'Allemagne, c'est le nucléaire qui nous sauve sur le plan écologique. D'ailleurs, même Jean Covici est obligé de reconnaître qu'il est obligé de défendre le nucléaire. Oui, de dire que finalement, sans son développement, on devrait revenir à un moment donné aux centrales à charbon. On est obligé d'avoir ça. Vous voyez que je suis honnête. Là, absolument. Voilà. Et encore une fois, sur les propos que vous avez tenus sur M. Jean Covici, vous en êtes... Mais ça va de soi. Cela va évidemment. De le dire, je sais. Et je suis obligée, en effet, de le dire. Mais j'en ai marre des gens qui veulent m'empêcher de voyager, qui veulent me river au terroir, qui veulent me transformer. C'est ça, la terre ne ment pas. Et je crois d'ailleurs que vous travaillez sur cette notion-là et sur ce concept qu'il est interdit d'interdire. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce point. Je prépare un livre là-dessus parce que je trouve que c'est en fait, il y a toute une histoire après 68. C'est pas pour exterminer à nouveau ces pauvres 68ards, mon pauvre ami Dany, mais c'est parce qu'il y a toute une histoire après il est interdit d'interdire, notamment dans l'éducation positive. Effectivement. Parlons un peu, dans ce contexte-là, de départ en vacances. Oui. C'est hier, les écoliers ont quitté leur école. Oui. Et le départ en vacances, en tout cas pour ceux qui le peuvent, parce que tous ne le peuvent pas. Oui. Mais là-dessus, vous dites quoi? C'est la découverte d'autre chose, la découverte de soi également, quand on peut partir. Pas forcément très loin d'ailleurs, parce que la France est formidable, a beaucoup d'atouts. Ce qui est très intéressant, c'est l'histoire du tourisme m'a toujours passionné. C'est vraiment une histoire passionnante. Le mot tourisme apparaît en France en 1803. Vous voyez, bon, c'est 1803 précisément. Exactement. Et en fait, il traduit ce que les étudiants anglais appelaient le Grand Tour, the Grand Tour, on disait.
Tours, pourquoi ? Parce qu'on revient chez soi. Donc l'idée de Tours qui a donné la notion de tourisme, c'est parce que c'est un voyage dans lequel on revient chez soi in fine. Donc c'est un tour. Un tour, c'est un cercle. Passionnant, j'avoue. Le premier grand texte en France à parler de tourisme, c'est le journal d'un touriste de Stendhal en 1838. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand l'aristocratie anglaise invente pour ses enfants l'obligation de partir à l'étranger, le Grand Tour, je le dis avec cet accent affreux, l'idée, c'est d'aller à la découverte des autres, notamment pour les étudiants anglais de l'aristocratie anglaise, donc au début du 19e siècle, il s'agit de découvrir les beautés, les splendeurs de la culture italienne, de la peinture italienne, et puis évidemment de l'architecture et de la peinture française. C'est pour l'essentiel, c'est l'Italie, la France. Et alors, ce qui est très intéressant dans l'histoire du tourisme, je vous la fais très courte, mais c'est une histoire il y a plusieurs étapes, c'est qu'on va passer de la découverte des autres au souci de soi. Exactement en même temps que l'individualisme narcissique s'installe en France avec la psychologie positive, le développement personnel. Et aujourd'hui, les grandes compagnies, par exemple, de navigation, les bateaux, ces magnifiques paquebots, ils vous proposent des croisières de la découverte de soi. Et vous avez un tourisme qui se développe, ce qu'on appelle le MICE, donc en anglais, peu importe, le tourisme d'affaires, mais qui est qui devient un tourisme du bien-être et de la découverte de son moi profond. Alors on fait du yoga, on fait Et presque antithétique, oui, avec la volonté, la démarche d'aller découvrir autre chose. Et finalement, cette volonté de se retrouver soi-même. On est passé. Alors, il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle Les routes du soi. Non pas les routes de la soie, mais les routes du soi. Voilà. Et donc, on est passé de la découverte de l'autre. Et même pendant la colonisation, il y avait un tourisme qui s'intéressait à l'exotisme de l'altérité. Parce que, d'accord, on était impérialiste, on dominait, entre guillemets, les sauvages, pour parler comme Lévi-Strauss. Mais c'est très intéressant que, malgré tout, on trouvait, ils n'étaient pas habillés comme nous, ils mangeaient pas comme nous. Donc, c'était quand même intéressant. Puis peut-être les épices, il fallait les rapporter en France. Donc on s'intéressait quand même à l'altérité. Et puis là, on a un tourisme du bien-être, un tourisme du bonheur, un tourisme de la bonne santé, de la remise en forme. Donc un tourisme qui est en phase avec l'individualisme narcissique, avec la psychologie positive et le développement personnel. C'est ce qu'on vient y chercher. On vient y chercher soi. Voilà. Alors avant, on invitait. Moi, j'ai fait inviter. J'ai donné des conférences très très longtemps, par exemple sur les merveilleux bateaux du Ponant. Je n'y suis plus invité parce que je donnais des conférences qui étaient des conférences sur l'altérité, sur les autres cultures. Quand on arrivait en Grèce, je leur racontais aux passagers la mythologie grecque. Je leur disais, voyez, bon, quand on arrivait, peu importe, je vais pas vous faire toutes mes conférences, mais les conférences portaient sur les pays dans lesquels on arrivait, sur les cultures étrangères. Aujourd'hui, non, c'est les croisières du bien-être. Les croisières du bien-être pour se retrouver soi-même. Voilà. On verra quels sont les chiffres économiquement si les gens voyagent plus. On sait que les Français, en tout cas, voyagent différemment. Peut-être plus à la dernière minute. Et cette atmosphère aussi, quand même. Là, c'est plombé. Compliqué. Oui. Vous dites que vous avez des indicateurs. Oui. On vous dit que ça va être compliqué. Les tours opérateurs sont inquiets parce qu'après un hiver qui a été plutôt très bon, mais là, évidemment, il y a trois choses il y en a deux en tout cas qui plombent un peu les vacances, il faut bien le dire. La première, c'est les guerres, évidemment. Donc les guerres. Et puis la deuxième, c'est, vous avez vu que le déficit de la France s'est accru de 41 milliards d'euros au dernier trimestre. Et le prochain sera pareil. Absolument, chiffre de la Cour des comptes. Donc, évidemment, notre ministre de l'économie et des finances, comme d'habitude, dit n'importe quoi. À savoir qu'on aura 7% de croissance, c'est pas vrai. On sait que ce sera 5%. Et tous les économistes sérieux le disent. Évidemment, on affiche 7% pour faire plaisir à Bayrou. Laissons ça de côté. C'est la cuisine politicienne habituelle, tout ça. Ça est nul, mais ça fait partie du jeu de la com politique. Mais on aura 5% et au prochain trimestre, on aura à nouveau 40 milliards de déficit. C'est lié très clairement à la dissolution. La dissolution a plombé. Rendez-vous compte qu'on a 600 milliards d'épargne en France. Oui, les gens ne dépensent pas. Ils ne savent pas où on va. Le bas de laine. Donc ils économisent. Et les entreprises n'investissent pas dans l'innovation. Donc les entreprises n'investissent pas dans l'innovation et les ménages gardent l'argent en se disant avec Macron, on ne sait pas où on va. Ça se retranscrit dans ce
les vacances et les projets. Peut-être une dissolution. Peut-être Bayrou va peut-être sautera pas à la corde, mais il va peut-être être censuré. Voilà. Il ne l'a pas été cette semaine. Non, ça ne pouvait pas marcher puisque le RN le soutient. L'épreuve du budget sera sans doute beaucoup plus compliquée. Beaucoup plus compliquée. On fait une très courte pause. Vous voyez comme c'est fascinant en fait ce qui se passe, parce que du coup, voilà, le tourisme se porterait merveilleusement n'était cette situation économique française désastreuse. Et qui inquiète les Français, les entreprises et qui stoppe beaucoup de choses. On fait une très courte pause, on reviendra ensemble sur les chiffres du baccalauréat. Vous, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, ils sont très très bons. Mais est-ce vraiment une très très bonne nouvelle? On se posera la question. On reviendra aussi évidemment sur une devise, ou en tout cas une manière de faire du président américain, l'auto-célébration permanente. A-t-il raison de ses succès? Mais il y a aussi ce coup de fil avec Poutine qui a mal tourné. Très très mécontent le président américain. A tout de suite dans l'heure de Ferry. Retour dans l'heure de Ferry avec Luc Ferry, philosophe, écrivain. Dans un instant, on reviendra sur la politique américaine et notamment l'auto-célébration du président américain. Mais d'abord, vous, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, j'aimerais vous interroger sur ces chiffres du baccalauréat cette année, promotion 2025. À l'issue du premier groupe, le taux d'admis atteint 85,75%, sans compter le rattrapage. Vous dites quoi? On va passer à... Je n'ai pas les chiffres 90, en tête, mais on passera les 90, 92, 95, enfin dans ces eaux-là. Que disent ces chiffres? Ça signifie deux choses. Non pas du tout que le niveau monte. Tout le monde reconnaît que ça monte pas spécialement. C'est plutôt l'inverse. C'est même très clairement l'inverse dans le domaine scientifique, dans le domaine des maths. Il y a une étude qui vient de sortir sur l'effondrement de la culture mathématique en France chez nos élèves. C'est vraiment pas du tout le signe que ça progresse, mais j'en tire une conclusion que j'avais déjà exposée 50 fois, mais je l'aurais fait si j'étais resté 6 mois de plus dans ce ministère. Fillon avait repris ça, il avait raison. C'est soit on refait un vrai bac, donc ça veut dire un bac sélectif qui permet à ceux qui sont reçus de continuer des études sans être boulés à la fin du DEUG, parce que c'est ce qui passe. Comme tout le monde rentre dans le DEUG, vous allez avoir 60% ou 70% d'échecs dans certains DEUG, donc les 2 premières années de fac, parce qu'on a laissé passer des mômes qui ne sont pas en état d'aller en fac, qui ne sont pas au niveau. Voilà. Bon. Donc soit on fait un vrai bac, c'est-à-dire qu'en gros on a une sélection autour de 60%, on a 60% de reçus au bac, soit on fait, si c'est pour arriver à 95% de reçus, en gros, on fait le contrôle continu. C'est pas la peine de dépenser des centaines de millions d'euros et de bousiller tout le mois de juin pour avoir un résultat. Comme disait mon vieux maître, soyons clairs, très grand professeur, très excellentissime philosophe, Michel Fichon, qui faisait un cours magnifique sur Leibniz que j'ai suivi pendant 2 ans, et je lui rends hommage s'il nous écoute, je ne sais pas. Il disait, c'est de lui que vient la formule qui me fait toujours rire, il disait déjà il y a 20 ans, aujourd'hui pour pas avoir le bac, faut faire la demande. Jolie formule. Voilà, en ou effet. Alors il faut être mal réveillé, il faut pas avoir de chance, faut avoir un gamin qui il a pas dormi, il a pas compris le sujet. Mais qui renvoie quand même au fait que c'est déconnecté du réel. Juste sur le contrôle continu, est-ce que c'est pas, alors c'est l'ancienne étudiante qui parle, mais qui aimait passer des examens. Est-ce que le baccalauréat, c'est peut-être pas constitutif de la construction d'un étudiant et d'un... Vous gardez un oral, c'est tout. Vous gardez un petit bac pour le principe, parce que supprimer le bac, c'est comme casser la Tour Eiffel. Bon, donc vous gardez un petit bac à l'oral. À l'oral, c'est pas mal les oraux. Et puis vous gardez un petit bac à l'oral dans les matières les plus fondamentales. Et puis alors quand je dis ça, je vais pas les nommer parce que sinon j'aurais toutes les associations de professeurs non fondamentaux qui vont me tomber à bras raccourcis, mais ça existe quand même. Passez-vous de cela en ce début d'été. Voilà. Mais vous faites un contrôle continu, et le contrôle continu, en plus, c'est beaucoup plus juste d'une certaine manière. Voilà. Et ça permettra aussi peut-être d'avoir un résultat plus sélectif et plus honnête, plus juste que ce bac qui ne sert plus à rien et qui coûte horriblement cher. Ça coûte des centaines de millions d'euros. Si on calcule. Le passage seulement des examens. Et revenir, et en plus, remettre...
l'établi tout le mois de juin, enfin une partie du mois de juin. Tout ça est absurde. Et remettre sur l'établi aussi ce débat sur l'intelligence artificielle qui et ici ensemble on en parle très régulièrement, qui change tout en effet. Qui change tout. Encore une fois, les devoirs à la maison, ça n'existe plus. Il faut quand même bien comprendre ça. Les devoirs à la maison sont faits par ChatGPT. Voilà. Donc c'est pas, il peut vous faire tous les devoirs. Mettons encore une fois que les gens nous écoutent sachent que c'est la vérité. Ils peuvent l'essayer eux-mêmes s'ils s'abonnent à ChatGPT. Il faut à peine une demi-heure pour faire la version latine, la version anglaise, ou le thème anglais, ou le thème latin, le devoir de maths, le devoir d'histoire, le devoir de philo. Et contrairement à ce que quelques profs de philo disent pour faire bien, il fait d'excellentissimes dissertes de philo. Excellentissime. J'ai vu que FR3 avait sorti cette étude absolument ridicule d'une disserte de philo faite par une IA, on ne sait pas laquelle. S'ils prennent ChatGPT qui sont abonnés, ils verront que c'est pas la même chose. C'est très performant. C'est plutôt très haut niveau. Et en plus, honnêtement, j'aurais mis 14 sur 20 cette. Mais ça, c'est à la maison, face à la copie. Face à la copie. Alors, soit on interdit complètement les portables et les oreillettes. C'est assez compliqué à faire, mais enfin, on peut toujours le faire. Mais à l'oral, vous ne pouvez pas tricher. Donc, je dirais un bac à l'oral, très bien, ou alors un contrôle continu complet. Mais en tout cas, il faut qu'on ait au maximum 60% de reçus. Et obliger les enfants qui n'ont pas eu le bac à le repasser jusqu'à ce qu'ils aient le niveau qui leur permet d'arriver en fac. Sinon, vous avez un entonnoir à la fin du DUG ou à la fin de L3, à la fin en licence, quoi. De toute façon, vous aurez un goulet d'étranglement. Donc, ça ne sert à rien de laisser rentrer des gamins à l'université s'ils n'ont pas le niveau pour arriver à passer l'examen du DUG. C'est pas utile. Et que cet examen, le baccalauréat, conserve une forme de valeur essentielle. Et bien sûr. Moi, j'ai été président de jury de bac quand j'étais jeune professeur d'université. J'étais président de jury de bac pendant plusieurs années, puis j'étais correcteur au bac. Bon, et n'oubliez pas que c'est un professeur d'université de haut niveau, professeur de temps plein, à temps plein, enfin au plus haut niveau, professeur, pas maître de conf, qui est président d'un jury. Enfin, c'était comme ça de mon temps, pour parler comme les vieux mammifères, parce que le bac est le symbole du lien entre le secondaire et le supérieur. Il faut le rappeler, ça. Mais si ce lien est perdu, s'il est cassé parce qu'on a 95% de reçus, ça ne sert plus à rien. Dans ce cas-là, comme ça coûte des centaines de millions d'euros, autant le supprimer et mettre du contrôle continu à la place. Et garder peut-être un petit oral pour les raisons que vous dites, pour le côté symbolique. Symbolique et peut-être dans la construction, peut-être d'un jeune étudiant. J'ai eu l'examen, voilà. Je passe peut-être à une autre étape dans la construction. Mais encore une fois, comme disait Michel Fichon, aujourd'hui, pour ne pas avoir le bac, il faut faire la demande. Je suis désolé, mais il faut vraiment s'y prendre tôt. J'aime beaucoup la formule, en effet. Passons à un tout autre sujet, Luc, mais que je souhaitais aborder avec vous. Emprisonné en Algérie, l'écrivain Boualem Sansal, on l'a appris hier, n'a pas reçu la grâce présidentielle du président algérien Tebboune. Il ne figure pas parmi les détenus graciés pour l'anniversaire de l'indépendance. Seul et dernier scénario possible pour lui, celui d'une grâce individuelle, suspendue à une décision présidentielle dont le calendrier, on le sait, en Algérie reste très imprévisible. Paris, la diplomatie, impuissante face au cas Sansal. Alors, impuissante à le faire libérer, c'est très possible, c'est même probable. C'est extrêmement triste parce que c'est un type formidable. C'est d'abord un homme d'une très grande culture, puis surtout d'une très très grande douceur, d'une très grande gentillesse. C'est vraiment quelqu'un de bien. Voilà. Et bon, c'est vraiment ce qui se passe est atroce. En plus, il a un cancer qui est malade là-bas. Il est dans une prison qui est abominable. Enfin bon. Il risque vraiment de mourir là-bas dans des conditions abominables. Je ne peux pas ne pas dire combien j'ai été choqué par les propos à nouveau de ce pauvre Barrot. Le ministre des Affaires étrangères, qui parle de clémence. Mais c'est absurde, il faut parler de justice. Vous savez, cet homme devrait apprendre le français un jour, parce que le mot clémence, qui regarde le Larousse tout simplement, quand on demande la clémence, c'est une remise de peine ou un pardon accordé à un coupable. Voilà. Donc à quelqu'un qui a commis des crimes. Voilà. Donc Boualem Sansal n'est absolument pas coupable. Il n'y a pas à demander la clémence, il y a à demander la justice pour. Voilà. Alors ce qu'expliquent les spécialistes, les vrais spécialistes de l'Union européenne, comme Noël Lenoir,
que j'entendais ce matin et qui a raison, c'est qu'il y a un certain nombre d'articles du droit européen qui permettraient d'avoir au moins un formidable rapport de force avec l'Algérie. Et au niveau européen, c'est l'Europe qui devrait se saisir du dossier, pas simplement la France. Parce que les accords que nous avons avec l'Algérie, et notamment il y a beaucoup d'aides qui partent vers l'Algérie, ce sont des accords qui sont liés au respect des droits de l'homme. Et là, ils sont bafoués parce que la liberté d'expression fait partie éminente. Or, Boualem Sansal n'est mis en prison que pour des raisons d'atteinte à la liberté d'expression, il faut le rappeler. Oui, et il n'a commis aucun crime, et ces écrits, aucun délit. Notamment, qui remettaient en cause la politique d'Alger. La politique d'Alger, alors voilà. Et ses prises de position sur le Sahara, exactement. Voilà. Et donc, mais il a 1000 fois le droit. C'est une question de liberté d'expression. Donc, on a des. Je ne pense pas dans l'état actuel du président algérien Tebboune, je ne pense pas qu'on obtienne la libération. Malheureusement, je crois que nous n'y arriverons pas. En tout cas, si on y arrive, j'applaudis évidemment des 2 mains et des 2 pieds. Mais en tout cas, on pourrait ne pas passer pour des carpettes. Or aujourd'hui, c'est Macron, Barrot, c'est des carpettes. Voilà, je suis désolé de le dire, mais ils s'écrasent, ils s'agenouillent au lieu d'avoir au moins une politique de rétorsion juste vis-à-vis de l'Algérie. Alors, on a des accords très importants avec l'Algérie. On a besoin d'un certain nombre d'accords, notamment la lutte contre le terrorisme avec l'Algérie. Je ne les sous-estime pas, mais au niveau de l'Union européenne, on pourrait quand même avoir un bras de fer avec l'Algérie qui serait extrêmement efficace et qui, à défaut de faire libérer cet homme qui mériterait 1000 fois d'être libéré, nous permettrait de ne pas apparaître comme des carpettes. Mais vous n'entendez pas que la diplomatie passe aussi peut-être parfois par le silence, en tout cas le silence devant l'opinion. Oui, on est champion du monde, oui, c'est vrai. On est champion du monde sur ce point. Vous pensez que ce n'est pas la bonne stratégie, en tout cas. Si ça avait marché, je vous dirais chapeau. Moi j'ai reçu je voulais signer une pétition, j'en ai signé beaucoup, pour la libération évidemment de Boualem Sansal. Et puis j'ai reçu un message au très haut niveau me disant soyez gentils, n'en parlez pas, on est en train de travailler diplomatiquement pour essayer d'obtenir sa libération. J'ai fermé ma gueule. Très bien. Mais si c'était efficace, je vous dirais on a gagné, mais ça ne l'est pas manifestement. Et on voit bien que Tebboune ne changera pas d'avis. Voilà. Donc au moins qu'on n'apparaisse pas la génouflexion, les excuses, on se met la cendre sur la tête, on est là à dire oui, la colonisation c'est le crime contre l'humanité, pardon, mais ça sert à rien. Ça aucun résultat. Donc au moins qu'on n'ait pas l'air d'être des carpettes. Pour l'instant, Macron et Barrot, la clémence. Écoutez, franchement, je demande si Barrot nous écoute, si ça lui vient aux oreilles, si son conseiller en communication... Ministre des Affaires étrangères. De toute façon, il a un conseiller en communication qui regarde tout ce qui se dit sur lui. Eh bien, conseiller en communication, dites à votre ministre de regarder la signification du mot clémence. Voilà. C'est comme l'autre, la Deloglu, qui dit que Mélenchon est caractériel. Il voulait dire qu'il a du caractère. Ça fait... On a vraiment des gens au plus haut niveau, députés ou ministres, qui il ferait bien peut-être passer le bac, d'apprendre le français. Et faire partie de ces bacheliers qui l'ont presque mérité pour la grande majorité d'entre eux. Mais c'est quand même d'une tristesse pas croyable. C'est quand même vraiment. Moi, je l'ai rencontré juste avant son départ en Algérie. Cet homme, ce Boualem Sansal, c'est vraiment un type adorable. En plus, c'est vraiment quelqu'un qui a une immense culture et puis qui est très courageux, et puis très doux, très gentil. C'est la gentillesse même. Voilà. Pour moi, la gentillesse, c'est la plus belle qualité qui soit. C'est un homme de bonté, voilà. Et on espère, et donc, en effet, une issue favorable. Mais on le sait aussi. Mais on ne voit pas comment on peut y arriver. Mais en tout cas, au moins, à défaut d'obtenir un résultat, qu'on n'ait pas l'air d'être, encore une fois, des carpettes. La politique internationale, suite. Partons aux États-Unis. C'était le jour d'indépendance hier. Donald Trump, on le sait, il en a fait un peu sa devise, sa maxime personnelle. Jamais mieux servi que par soi-même. Il s'est auto-célébré hier. Mais c'est aussi montré très mécontent après un coup de fil qu'il a eu, le 6e depuis un peu plus de 6 mois avec le président russe, Vladimir Poutine. Très mécontent. Il le dit, c'est une situation très difficile et il n'est pas content du tout de cette conversation avec le président russe. Écoutez-le, c'était dans l'avion. C'est une situation très difficile. On verra ce qu'il se passe. Je vous ai dit que j'étais très mécontent de ma conversation avec le président Poutine. Il veut aller jusqu'au bout, juste continuer de tuer des gens. Ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. J'étais très mécontent.
Oui, il y a des choses. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui. La première, c'est que voilà, Madame, comment elle s'appelait la dame qui était là tout à l'heure, qui disait des choses très intéressantes. Anne Kratz, chercheuse, elle avait tout à fait éminente raison spécialiste de dire qu'il fallait que, voilà, bon, et tout le monde le sait que, enfin, à part quelques hurluberlus, bon, qui font de la propagande zelenskienne, mais ça n'a aucun sens. Tout le monde sait que l'Ukraine a perdu la guerre pour l'instant et qu'on arrêtera. Ce sera impossible d'arrêter Poutine tant que Zelensky sera aux affaires, parce que son but, c'est pas d'occuper l'Ukraine, mais c'est de bousiller Zelensky, de se débarrasser de lui. Et donc, sauf à faire la Troisième Guerre mondiale, c'est à entrer en guerre nous-mêmes. Voilà. Là, oui, d'accord. Voilà. Mais ce qui est impossible, parce que ce serait une Troisième Guerre mondiale, ce serait une guerre entre puissances nucléaires, et donc on ne veut pas faire ça. Donc on est prêt à faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien, mais on n'est pas prêt à y aller nous-mêmes. Donc il faut dire les choses comme elles sont. Je porte pas de jugement de valeur, je dis que c'est la vérité, simplement. Et donc tout le monde sait que les 4 oblasts occupés, si Poutine ne veut pas les rendre, il ne les rendra pas et qu'on les reprendra pas par les armes. Avec un changement de ton côté russe, ils disent aujourd'hui, il n'est pas possible d'atteindre nos objectifs par la voie diplomatique. Voilà, c'est pour ça que je crains le pire. Et le pire, c'est que Poutine aille jusqu'au bout. Et nous ne pourrions l'arrêter qu'en déclenchant une Troisième Guerre mondiale, ce que personne ne veut. Voilà. Donc il faut dire les choses comme elles sont. J'entends encore des gens, là, des intellectuels qui disent l'Ukraine va gagner la guerre et reprendre la Crimée. Mais il faut être débile pour dire ça, c'est pas vrai. Oui, voilà. C'est sans doute aller beaucoup trop loin. Il n'y a pas un militaire en France sérieux ni en Allemagne qui croit à ça. Bon. Mais sur la relation c'est grave. Et ce rapprochement que l'on a vu apparaître au début d'année, quelques semaines après la réélection de Donald Trump, entre Poutine et Trump, s'est-il fait totalement balader? On est revenu sur ces 6 coups de fil, ce changement de ton, ses avancées, ses retours en arrière? Non, je crois que en fait, Trump est en train de probablement. D'abord, il a raison sur un point, c'est pas sa guerre, c'est pas lui qui l'a déclenchée, il n'était pas aux affaires quand elle s'est développée et que Joe Biden et les Américains ont donné des centaines de milliards, enfin, en tout cas des dizaines de milliards d'armes à l'Ukraine. Bon, on voit le résultat, on a presque 1 million de morts et l'Ukraine a perdu la guerre, donc c'est pas génial. Bon, donc il n'était pas là. Maintenant, évidemment qu'il s'est planté puisqu'il a dit qu'il allait régler le problème dans le quart d'heure. Ça fait partie de ses arguments de campagne. Voilà. Donc autant il a réussi sur l'Iran, bravo. Et là, tout le monde est obligé de reconnaître que les États-Unis étaient les seuls à pouvoir faire cette intervention en Iran et Trump était le seul chef d'État à pouvoir la faire. Bon, donc bravo. Voilà. Donc on peut pas dire le contraire. Et évidemment qu'Israël n'a pas l'intention de s'arrêter là. Et ils ont raison de ne pas vouloir s'arrêter là, parce que tant que le régime des Mollahs sera en place, la construction d'armes nucléaires reprendra. Voilà. Et donc. Et on sait que cet uranium est dans la nature, personne ne sait où il est. Personne ne sait où il est, et très probablement, mais on n'en sait rien, mais c'est possible en tout cas, les 500 kilos d'uranium enrichi ont été déplacés, et donc ça peut permettre de fabriquer des bombes sales. Enfin, bon, on en est là, et Israël ne s'arrêtera pas. Mais en tout cas, très grand succès de Trump, on ne peut pas dire le contraire. Et sur Gaza, il a raison de vouloir la paix sur Gaza. Et là, il n'est pas d'accord avec Netanyahou. Il a raison de ne pas être d'accord avec Netanyahou. Il parle d'accord peut-être la semaine prochaine, en effet. On verra si c'est comme le quart d'heure en Ukraine. Bon. Donc, cet homme, en tout cas, essaye de faire le bien plutôt que le mal sur ces questions de géopolitique. Donc, c'est pas à peine. Mais on s'est moqué de lui. Est-il allé trop loin? Parce qu'on entend des républicains, son camp à lui, dire que finalement, ce qu'il fait, ça ne fonctionne pas avec la Russie. Sur la Russie, ça ne fonctionne pas. Sur la Russie, ça ne fonctionne pas. Et désormais, un changement de narratif où il dit en gros c'était la guerre de Biden, c'est pas la mienne, ce n'est plus la mienne. Oui, mais en même temps c'est vrai, donc il pensait y arriver, il n'y arrive pas. Il a une relation avec Poutine qui est une relation certainement de respect mutuel, ça c'est certain, des grands nationalistes d'une certaine manière, l'un belliqueux, l'autre pacifique. Un peu autocrate aussi à leur manière. De toute façon, c'est pas des gens d'une modestie maladive, c'est clair. Bon. Mais ce qui est très grave aujourd'hui, c'est que on pourra toujours armer l'Ukraine et compenser la perte des patriotes, etc. Bon, je parle des patriotes, les armes anti-missiles, mais il est évident que c'est
à part déclencher la Troisième Guerre mondiale, on ne voit pas bien ce qui pourrait maintenant arrêter Poutine et l'empêcher de destituer Zelensky ou de l'assassiner, parce que c'est son but, c'est ça la vérité. C'est ce qu'il fait quand, notamment dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est Kiev, la capitale, qui est ciblée précisément. En permanence. Un symbole, la capitale ukrainienne, plus de 530 drones et missiles lancés. Avec des morts qui s'accumulent et avec aucun espoir de reprendre ces 4 oblasts ni la Crimée. C'est pas vrai. Voilà. En tout cas, on les reprendra pas par la guerre, sauf encore une fois à déclencher la Troisième Guerre mondiale. C'est pas la peine de tourner autour du pot, c'est la vérité. Tout le monde le sait, sauf les imbéciles. Voilà. Donc, faut dire la vérité. On s'est engagé dans cette guerre à partir de 2014 parce que la guerre commence avec la guerre du Donbass et on a eu tort. Voilà. Cette réunion des volontaires, les Européens utilisent ce terme désormais, mardi, je crois, peut-elle donner quelque chose? Ça se joue entre ces deux parties-là. Non, mais maintenant, là où Trump a raison, même s'il échoue, c'est que seule la solution diplomatique est possible. On va réarmer l'Ukraine, d'accord, on va dire, on va remplacer les patriotes que les États-Unis donnent, mais ça fera juste augmenter le nombre de morts. Voyez. Donc en fait, il n'y a de solution que diplomatique, mais dès 2014, il n'y avait de solution que diplomatique. Simplement, nous n'avons pas voulu, Hollande l'a dit, nous n'avons pas voulu appliquer les accords de Minsk. Voilà. Et on a eu tort, il fallait appliquer les accords. En tout cas, moi, c'est ma thèse, c'est celle de Guénaud, c'est celle de Sarkozy, celle de Fillon. Alors on dira qu'on est payé par la Russie. En ce qui me concerne, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas. On arrive à la fin de cette émission. Tradition chaque semaine, l'image de la semaine. Et cette semaine, on va pas très loin, à Paris, sur les quais de Seine. C'est l'un des événements de la journée, l'inauguration de la baignade. Ça y est, on peut se baigner. Quelle horreur. Voilà ce que dit Luc Ferry pendant qu'on parle. Mais un milliard et demi, non, c'est ça, non, c'est absolument, à côté. 1,5 milliard et demi tout ça. Pour notamment les Jeux Olympiques. On a des bâtiments qui s'écroulent, des incendies, que Paris est dans un état épouvantable, qu'il y a plus de rats dans Paris que d'habitants. C'était vraiment pas la priorité. C'était la dernière des priorités. On se fout du monde. C'était une volonté de Jacques Chirac quand même que vous avez bien connue. Il le souhaitait. Il en avait rêvé. Il était marabouté par Nicolas Hulot. Faut arrêter. Voilà, il faut s'occuper des gens. On n'est pas là pour faire là. C'est homo festivus. Voilà, c'est vraiment. On n'est pas là pour. Voilà, c'est pas l'urgence absolue. C'est pas la priorité. En plus, ça servira qu'aux Parisiens ou à ceux qui vont venir à Paris. Enfin, tout ça est absurde. En plus, Macron, il dit j'ai tenu une promesse, mais c'est une promesse qui s'est faite à lui-même. On lui a rien demandé là-dessus. C'est pas. Dans l'organisation des Jeux, ça faisait partie en effet des épreuves. Demandez aux chauffeurs de taxi ce qu'ils pensent de l'organisation des Jeux Olympiques. Vous verrez qu'on n'a pas tous le même point de vue. Oui, eux, ils ont bien été là. Je peux vous dire qu'ils se sont bien fait avoir, les pauvres. Mais là, vous dites pas progrès, quoi. Voilà. Tant mieux que ce soit. Si ça coûtait 50 000 balles, je vous dirais oui, mais 1,5 milliard pour ça, alors que Paris est dans un état lamentable. Voilà, c'est dégueulasse. C'est la ville la plus sale d'Europe, la capitale la plus sale d'Europe. Voilà. Donc c'est dans un état lamentable. Le déficit de la ville de Paris est quoi, de 8 milliards d'euros. Bon, on se fout du monde. Faut arrêter, quoi. On n'est pas là pour faire la fête et aller se baigner dans la Seine. C'est pas l'urgence en France. Il y a des pauvres dans Paris, il y a des gens qui crèvent de faim, il y a des immeubles qui sont en ruine. Voilà, il faut réhabiliter tout ça, il faut nettoyer la ville. Et rendez-nous Jacques Chirac, pour le coup. Au moins, il avait fait du très bon travail comme maire de Paris. Sans être obsédé par la Seine. Moi, je me dis quand même que c'est l'image. Si ça coûtait rien, je serais ravi. C'est ça. Vous dites, ça coûte beaucoup trop cher, finalement. 1,5 milliard, enfin. Écoutez, franchement, dans une ville qui a 8 milliards de déficit, dans une ville qui, encore une fois, c'est pas une blague, la plus sale de Paris. On a une place de la Concorde qui est abîmée. Elle a mis des espèces d'arbres, ça ressemble à des plumeaux, c'est jaune. Des palmiers, des jolis palmiers. Mais on n'est pas au fin fond de l'Afrique. Il n'y a pas besoin de mettre des palmiers, place de la Concorde. C'est ridicule, c'est moche comme tout. Vous avez des grosses boîtes pleines de terre, c'est affreux. La circulation est épouvantable, donc ça n'a jamais été aussi pollué. Encore une fois, moi, j'ai rien contre les rats. Les pauvres bêtes, c'est pas de leur faute, mais il y en a plus que d'habitants, que de Parisiens. Voilà. La nuit, quand vous baladez dans les jardins à Paris, vous voyez des rats mais qui courent partout. Voilà, c'est ça Paris. Pas faux, et c'est vrai qu'on peut voir ces petites bêtes. On va pouvoir se baigner dans la Seine. Alors, bon, je pensais vous susciter un sourire en voyant cette scène. Rigole. Mais non, mais 1,5 milliard pour ça, mais c'est un scandale, quoi, franchement. Alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim. Et l'autre, il avait dit qu'il n'y aurait plus un SDF dans Paris. Mais écoutez, mais franchement, moi, je donne systématiquement aux vieux. Voilà, parce qu'ils ne peuvent pas travailler, ils n'ont même plus le droit de travailler. Donc je leur donne, mais j'en vois, mais partout, mais y compris dans les
image ne vous satisfait pas du tout. Non, Luc, merci beaucoup. C'est honteux. Merci pour cette émission, merci pour cette année. L'heure de Ferry, on se retrouve après les vacances. Merci. J'espère beaucoup. bien. Merci beaucoup si pour Dieu tout. nous prête vie. Absolument.